Imaginez un colosse d'acier conçu pour la dernière grande guerre, mais arrivé trop tard pour y participer. Un char qui a semé la panique dans les états-majors occidentaux, alors même qu'il n'était presque pas opérationnel. L'IS-3, une monstruosité soviétique plus mythique que mécanique. Et pourtant, la réalité dépasse la fiction. Ce blindé a littéralement explosé, non seulement sur le terrain, mais aussi sur le plan politique. Trop lourd, trop lent, trop chargé. Et pourtant, présenté comme une arme miracle. Dans une capitale européenne, il a été neutralisé avec des moyens rudimentaires, coincé entre les immeubles, tandis que son équipage luttait pour comprendre comment fuir. Dans le désert, il s'est arrêté en masse, sans même tirer un seul obus. Et malgré tout, on le défilait fièrement comme une apparition divine. Mais ce n'est que le début. Des décennies plus tard, cette bête d'acier presque oubliée est retournée au combat, réellement, sur chenille, avec fumée et explosion, en plein XXIe siècle, retiré de son socle de monument et relancé pour la guerre. Ce qui s'est passé ensuite semble tiré d'un film. Absurde. Cette vidéo vous raconte toute l'histoire, de sa conception mégalomaniaque à ses moments d'utilisation les plus embarrassants, de l'excès technique à l'ironie tragique. Si vous voulez comprendre pourquoi un vieux monument s'est transformé en menace réelle, et comment un char a réussi à tromper le monde entier pendant des décennies, restez jusqu'à la fin, car c'est là que se cache l'incroyable. Au printemps de l'année 1944, alors que la Seconde Guerre mondiale atteignait son paroxysme, une autre bataille se jouait loin des lignes de front, dans les profondeurs de l'Oural. Ce n'était pas une bataille de balles ou de bombes, mais une course contre la montre, menée avec des planches à dessin, des plaques d'acier et des règles à calcul fumantes. Dans la chaleur moite des ateliers soviétiques, naquit un char qui devait être plus une menace qu'une solution, l'IS-3. Son prédécesseur, l'IS-2, venait à peine de quitter les chaînes de production que Moscou décidait déjà. Il en fallait un autre, plus blindé, plus puissant, plus impressionnant. Pas dans quelques années, immédiatement. Ce qui aurait pu être une simple amélioration technique se transforma en une entreprise titanesque, un projet symbolique dans un pays en ruine, pressé de graver sa suprématie dans l'acier. Deux bureaux d'études, comme deux boxeurs dans un ring idéologique, furent jetés l'un contre l'autre. À Tcheliabinsk, Balzy et son équipe du bureau d'études numéro 100, à Leningrad, Kotin, fort de son expérience et de son autorité. Ce qui se préparait, ce n'était pas seulement un char, c'était une déclaration, une promesse d'hégémonie motorisée. Rapidement, les concepts se multiplièrent. L'un proposait un avant de char audacieux, angulaire, rappelant la gueule d'un poisson préhistorique, la fameuse tête de brochet. L'autre préférait s'appuyer sur des modèles éprouvés, misant sur la rapidité de fabrication. Mais Moscou ne voulait pas de compromis. Il fallait un char qui impressionne, pas un char qui fonctionne simplement. Les premiers essais commencèrent la même année. Sur la piste poussiéreuse de Brodo-Kalmak, un prototype fut poussé à ses limites et échoua de manière spectaculaire. Transmission défectueuse, moteur à bout de souffle, chenilles instables. Il retourna à l'usine, tandis que l'armée rouge marchait déjà sur Berlin. Ironie brutale. Le nouveau monstre d'acier arriva trop tard pour le combat qu'il était censé dominer. Mais plus les échecs s'accumulaient, plus le projet gagnait en aura. L'idée de fusionner les deux designs concurrents naquit. Une chimère mécanique forgée dans la pression, la peur et l'orgueil. L'avant du châssis devint une structure pyramidale, censée dévier tous les obus. Le dessous adopta une forme de coque retournée. Chaque détail semblait conçu pour défier la logique et les limites matérielles. En décembre de l'année 1944, la production d'une présérie de 10 unités débuta. Pourtant, le mythe de l'IS-3 ne naquit pas dans les tranchées, mais dans l'imaginaire collectif. Le 7 septembre 1945, un régiment entier de ces chars traversa Berlin lors du défilé de la victoire. Poli, imposant, énigmatique. Le général Eisenhower lui-même, dit-on, afficha un malaise visible en les voyant passer. Ce n'était pas juste une nouvelle arme, c'était un message. L'IS-3 n'avait pas besoin de tirer pour menacer, il suffisait qu'il existe. C'est là que résidait sa véritable puissance, et, sans le savoir encore, sa plus grande faiblesse. Il ressemblait à une créature venue d'un autre monde, avec un museau d'acier de prédateur, une tourelle massive digne d'un blockhouse, et une silhouette pensée non pas pour la discrétion, mais pour l'intimidation. L'IS-3 n'était pas un simple char, c'était une démonstration de volonté politique forgée dans le métal. Il n'était pas seulement censé résister, il devait dominer,
rien qu'en apparaissant sur le champ de bataille. À première vue, il semblait invulnérable. La proue du char, appelée plus tard le nez de brochet, était formée de 2 plaques d'acier épaisses, soudées selon un angle aigu, comme si elles devaient non seulement dévier les projectiles, mais aussi les ridiculiser. Chaque surface était inclinée de façon agressive, cherchant à tromper les lois de la balistique. Que cela réduise la visibilité du conducteur ou complique l'accès à bord importait peu. L'effet visuel primait sur l'ergonomie. La tourelle, coulée d'un seul bloc en forme de demi-sphère, offrait une protection impressionnante contre les tirs latéraux. Mais cette forme parfaite créait un problème à l'intérieur. L'espace était extrêmement réduit. L'équipage, composé de 4 hommes, devait fonctionner avec une précision mécanique. Le chargeur, en particulier, souffrait. Le canon de 122 mm utilisait des munitions en 2 parties, projectiles et charges propulsives séparées, ce qui rendait le rechargement lent, fatigant et peu pratique sous pression. Le conducteur était installé à l'avant, au centre, coincé entre des tonnes de métal, de câbles et d'incertitudes. Il n'avait qu'un petit périscope pour voir, souvent inutilisable, et une trappe d'évacuation au sol, plus symbolique que fonctionnelle. Le reste de l'équipage, chef de char, tireur et chargeur, prenait place dans la tourelle, où l'espace était aussi exigu que bruyant. Le chef disposait d'un système d'observation périscopique et pouvait faire pivoter la tourelle à l'aide d'un moteur électrique rudimentaire, dont les engrenages gémissaient à chaque mouvement. L'armement principal, le canon D-25T, impressionnait par sa taille et sa puissance. Long de plus de 6 mètres, il tirait des obus pesant autant qu'un chien de garde adulte. Mais cette puissance avait un prix. La cadence de tir était catastrophique. Il fallait parfois attendre plus de 30 secondes entre 2 tirs, un temps suffisant pour que l'ennemi vise, tire et s'enfuit. Le char était également équipé d'une mitrailleuse coaxiale et d'une lourde mitrailleuse anti-aérienne montée sur la tourelle. Un arsenal intimidant, mais difficile à exploiter dans des conditions réelles. L'électronique était presque inexistante. Une radio de bord, un interphone, un démarreur capricieux. 4 batteries alimentaient l'ensemble, souvent défaillantes à cause de l'humidité ou des courts-circuits. Le moteur, un V12 diesel de plus de 500 chevaux, semblait prometteur. Mais avec un poids à vide avoisinant les 50 tonnes, sans munitions ni carburant, la mobilité du char était plus proche de celle d'un tracteur que d'un prédateur. Et les pentes, une torture mécanique. La suspension, à barre de torsion, offrait une certaine stabilité. Mais elle transmettait chaque choc à l'intérieur du char, transformant les aspérités du terrain en vibrations métalliques continues. Chaque bogie, chaque galet de roulement, chaque tige était massif, complexe et difficile à entretenir. Réparer ce mastodonte relevait de l'exploit. Le moindre remplacement nécessitait des outils spécialisés, de l'espace, du temps et des bras solides. Malgré toutes ces prouesses techniques, l'IS-3 semblait parfois être victime de sa propre ambition. Une sculpture roulante, née pour impressionner plus que pour vaincre. Et c'est cette contradiction qui le rendait fascinant. Il était à la fois une promesse de victoire et un avertissement silencieux. Ce qui restait à découvrir, c'est comment ce titan allait affronter la réalité du combat, là où aucun angle d'inclinaison ni épaisseur de blindage ne protège contre l'imprévu. En septembre de l'année 1945, 52 chars IS-3 défilèrent dans les rues de Berlin, brillants, fraîchement peints, menaçants. Pourtant, aucun d'eux n'avait jamais tiré en situation réelle. Ce n'était pas une démonstration de puissance acquise au combat, mais une parade savamment orchestrée. Ces mastodontes d'acier étaient là pour semer le doute, pas pour raconter une victoire. Leur simple présence provoqua un choc. Les observateurs britanniques et américains furent tôt frappés de stupeur. Une silhouette profilée, une tourelle hémisphérique, un blindage frontal d'apparence impénétrable. À l'ouest, les états-majors paniquèrent. Des rapports furent rédigés dans l'urgence, des simulations lancées. On cherchait déjà la réponse à cette machine mystérieuse. Mais personne ne se demanda pourquoi elle n'avait pas été utilisée dans les derniers mois de guerre. La vérité était simple et dérangeante. L'IS-3 était arrivé trop tard. Lorsque les premiers exemplaires sortirent d'usine, l'Allemagne capitulait déjà. Et dans le Pacifique, l'effondrement du Japon était imminent. Le char conçu pour écraser l'ennemi n'avait plus d'ennemis à affronter. Plutôt que de remettre en question l'utilité du projet, les autorités décidèrent d'en faire une icône. Le char devint symbole, outil de communication, pièce maîtresse des défilés militaires. Pourtant, dans les coulisses,
les ingénieurs faisaient face à une réalité bien plus complexe. Transmission défectueuse, problèmes de surchauffe, fissures dans les soudures. Même les joints des plaques frontales, censés être le sommet de l'ingénierie blindée, montraient des signes de fatigue. Malgré cela, le discours officiel resta triomphal. L'IS-3 incarnait le progrès soviétique. Peu importait qu'il souffre de défauts majeurs, il fallait qu'il impressionne. Et dans ce rôle, il excellait. Mais plus les kilomètres défilaient, plus les illusions s'effritaient. Les essais en terrain réel révélaient des performances médiocres, à tel point qu'en coulisses, certains suggéraient déjà d'arrêter la production. Les renseignements occidentaux, eux, alimentaient le mythe. Faute d'informations concrètes, les analystes exagéraient ses capacités. Dans les documents classifiés, l'IS-3 apparaissait comme une arme révolutionnaire, capable de dominer tous les champs de bataille. Ce fantasme fut entretenu pendant des années, renforcé par les photos et les apparitions publiques. Peu savaient que ces chars voyageaient plus souvent sur des trains que par leurs propres moyens, par peur de panne en route. L'écart entre l'image projetée et la réalité technique devenait vertigineux. Le char était devenu une sorte de décor mobile, massif, imposant mais fragile. Un héros de propagande dont la véritable performance restait inconnue. Ce n'est qu'en 1948, soit 3 ans après son apparition publique, que des efforts furent lancés pour corriger ses faiblesses. Des équipes furent formées pour analyser ses défaillances, revoir ses composants, renforcer ses structures internes. Mais au lieu de repenser le concept, on tenta de le renforcer pièce par pièce. Le résultat, un char plus lourd, plus complexe et encore plus éloigné de sa mission initiale. Ainsi, l'IS-3 devint un paradoxe roulant. Né de l'urgence et de la fierté, il incarna davantage une promesse qu'un outil. Ce n'était pas un engin de guerre accompli, mais un symbole chargé de projection, d'angoisse et d'ambition. Et lorsque vint enfin le jour de sa première véritable confrontation, ce ne fut ni une révélation, ni une victoire, mais un face-à-face brutal avec la réalité. En octobre de l'année 1956, dans les rues étroites et sinueuses de Budapest, l'IS-3 rencontra pour la première fois ce pourquoi il avait été conçu, mais ce n'était ni une vaste plaine, ni une percée stratégique. C'était un chaos urbain. La capitale hongroise s'était transformée en un labyrinthe de barricades, de fenêtres armées et de silences tendus. Le monstre d'acier, conçu pour l'offensive, se retrouvait pris dans une guerre d'improvisation. Dans cet environnement, chaque coin de rue devenait une embuscade. Le blindé, si impressionnant sur un terrain dégagé, devenait maladroit, vulnérable. Des cocktails incendiaires lancés depuis les toits, des tirs précis depuis les caves, et une population qui connaissait son propre terrain mieux que n'importe quel général. L'IS-3, censé symboliser l'invincibilité, fut stoppé par la ruse, l'imagination et parfois par des erreurs humaines, aussi simples que fatales. Un char fut abandonné après qu'un projectile eut pénétré par une trappe restée ouverte. Un autre perdit sa tourelle dans une explosion interne provoquée par une mauvaise manipulation des munitions. Un troisième fut immobilisé, ses chenilles arrachées par une simple charge artisanale. Les images de ces carcasses fumantes, au milieu des immeubles, firent le tour du monde. L'illusion se fissurait. L'IS-3 n'était pas invulnérable. Malgré cela, les forces soviétiques reprirent la ville. Mais quelque chose avait changé. Le char mythique avait été réduit à une carcasse de métal prise en photo, scrutée, analysée, exposée. Pour la première fois, sa faiblesse devenait visible au grand jour. Des années plus tard, une scène similaire se reproduisit, non plus dans une capitale européenne, mais dans les sables brûlants du désert du Sinaï. En juin de l'année 1967, pendant le conflit qui allait durer 6 jours, des dizaines de chars IS-3M, version légèrement modernisée du modèle original, furent déployés par l'armée égyptienne. C'était une autre époque, un autre continent, mais les erreurs restaient les mêmes. Face à eux, des unités israéliennes bien entraînées, agiles et dotées d'équipements plus modernes. Là encore, le problème de l'IS-3M n'était pas son absence de puissance, mais son incapacité à la mobiliser à temps. Lourd, lent à manœuvrer, avec un canon difficile à pointer, il devenait une cible plus qu'une menace. Les chars israéliens frappaient vite, de loin, et s'éloignaient avant que le monstre soviétique ne puisse réagir. Pire encore, bon nombre de ces blindés furent abandonnés sans combat. Les équipages, souvent mal formés, peu motivés et mal informés, quittaient leurs chars dès que la pression montait. Ce ne furent pas des affrontements, mais des fuites. Des dizaines d'IS-3M restèrent là, moteurs encore chauds, munitions intactes, mais sans personne à l'intérieur.
Une scène surréaliste, la technologie sans les hommes. L'armée israélienne s'en empara rapidement. Certains exemplaires furent étudiés, d'autres réutilisés. Une trentaine furent transformés en bunkers fixes, enterrés dans le sol, intégrés à des lignes de défense statiques. Ironie absolue. Un char conçu pour percer les défenses ennemies devenait lui-même un élément de fortification immobile. L'IS-3 laissait derrière lui un sillage étrange. Il ne gagnait pas les guerres, mais il attirait les regards. Il ne s'imposait pas sur le terrain, mais il imposait des décisions stratégiques. C'était une arme qui fonctionnait mieux en tant que rumeur qu'en tant qu'outil. Et dans sa prochaine apparition, cette absurdité allait atteindre des sommets inattendus. Le moment où l'histoire a rattrapé la machine eut lieu près de 70 ans après sa naissance. À l'été de l'année 2014, alors que le conflit s'intensifiait dans l'est de l'Ukraine, un événement inattendu et presque surréaliste se produisit. Dans la petite ville de Kostiantynivka, un char IS-3 trônait depuis des décennies sur un socle en béton, peint, figé, transformé en monument à la gloire d'un passé révolu. Un fantôme de la guerre, devenu décor urbain, jusqu'à ce que quelqu'un décide de le réveiller. Un groupe de techniciens locaux, munis de chalumeaux, de câbles et d'un excès d'enthousiasme, réussit à remettre en marche le moteur de ce vestige de l'après-guerre. Le monstre d'acier, que l'on croyait condamné à la rouille et à l'oubli, redémarra. Les chenilles crissèrent sur l'asphalte, la fumée s'échappa du pot d'échappement, et l'impossible devint réalité. Un char conçu dans les années 40 retourna au combat en plein XXIe siècle. Il fut armé. Des munitions compatibles furent retrouvées dans un entrepôt oublié, comme si l'histoire elle-même refusait de tourner la page. L'IS-3, arraché à son piédestal, se retrouva engagé dans une zone de conflit moderne, entre drones de reconnaissance, véhicules légers et smartphones. Il tira. Il endommagea un point de contrôle, toucha des véhicules, puis disparut à nouveau dans la confusion du combat. Ce n'était pas un exercice, ni un film, c'était réel. Après le retrait des forces séparatistes, le char fut capturé par les troupes ukrainiennes. Aujourd'hui, il repose à nouveau dans un musée, cette fois à Kiev, mais il n'est plus un symbole de victoire. Il est une preuve que l'absurde, parfois, prend la forme d'une tourelle de 50 tonnes, sortie d'une autre époque, remise en mouvement par un monde qui semble avoir oublié les leçons du passé. Ce char, qui à sa création semblait déjà appartenir à un futur dystopique, aura été utilisé dans 3 guerres, sur 2 continents, à travers 8 décennies. Et pourtant, jamais il n'a véritablement accompli ce pourquoi il avait été conçu. Il n'a ni dominé les batailles, ni inversé le cours des conflits. Il a survécu, et c'est peut-être sa plus grande réussite, car l'IS-3 n'a jamais été une arme efficace. Il a été une image, une silhouette qui a inspiré la peur, déclenché des programmes d'armement, modifié des doctrines militaires entières. Les États-Unis ont conçu le M103, les Britanniques le Conqueror, uniquement en réponse à son apparence. Et cela, l'IS-3 l'a accompli sans tirer un seul coup de feu réel à l'époque de sa plus grande influence. Avec le temps, il a été transformé en cible d'entraînement, en bunker, en monument, puis à nouveau en char. Ce va-et-vient entre utilité et symbolisme le rend unique dans l'histoire militaire. Il incarne l'idée qu'une machine peut être plus puissante en tant que mythe qu'en tant qu'objet. Peut-être est-ce là son dernier tour, ne pas gagner les guerres, mais traverser les générations. L'IS-3 n'a pas conquis des territoires, mais des imaginaires. Il n'a pas changé le cours de la guerre, mais il a changé la manière dont on la regardait. Et parfois, cela suffit à lui donner une place dans l'histoire.